Bonjour, je m'appelle Jason Pittman. Je suis chirurgien orthopédique spécialiste de la colonne vertébrale à l'hôpital Beth Israel Deaconess de Boston, dans le Massachusetts. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale et vous dire s'il s'agit ou non de la nouvelle frontière de la chirurgie de la colonne vertébrale. En mettant l'accent sur la colonne lombaire au cours de l'exposé d'aujourd'hui, mais en envisageant certainement l'avenir de cette technique à mesure qu'elle est de plus en plus adoptée et que les indications continuent de s'étendre. Voici quelques informations qui, je dois l'admettre, n'ont aucune pertinence par rapport à l'exposé que je présente aujourd'hui. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de passer en revue de manière succincte mais complète les principes fondamentaux ainsi que les indications de la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Je parlerai de mes toutes premières expériences avec cette technique. Ensuite, nous examinerons les étapes futures de cette méthode qui continue à se développer à travers le monde. Les indications pour la chirurgie endoscopique de la colonne lombaire sont presque identiques à celles d'une intervention chirurgicale minimale. Technique invasive. Hernies discales, dégénérative. Spondylose. Avec sténose, sténose foraminale, décompression de révision et spondylolisthésis dégénératif. Où vous pouvez utiliser l'endoscopie pour vous aider à la fois dans la décompression et dans la préparation de l'espace discal pour la fusion. Depuis 1953, nous avons constaté une augmentation considérable du nombre de publications sur la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale. Vous verrez que depuis 2010, il y a eu une énorme augmentation du taux de publication avec presque 700 par an, et cela concerne toutes les formes d'endoscopie spinale. La version particulière de l'endoscopie sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui est ce que l'on appelle l'endoscopie biportale unilatérale. Elle est apparue pour la première fois dans la littérature en 1998 et au cours des 5 dernières années, elle a connu une forte augmentation du nombre de publications, jusqu'à environ 110 en 2024. Quelles sont donc les bases de cette technique? La première publication concernant l'endoscopie biportale, et comme vous pouvez le voir sur cette image, le terme biportal fait référence au fait que nous utilisons une caméra ou un endoscope pour visualiser le champ opératoire. Ensuite, nous pratiquons une deuxième petite incision afin de réaliser notre travail. Il ne s'agit donc pas de ce que beaucoup d'entre nous ont vu pour l'endoscopie, où vous avez un endoscope de travail à un seul canal, où le canal de travail est coaxial. Avec la caméra, cette méthode a été introduite pour la première fois en 2016. Le Dr. Park, en Corée du Sud, est le chirurgien qui a vraiment popularisé et promu cette technique jusqu'à son utilisation actuelle. Ils ont présenté leur décompression endoscopique bipolaire percutanée pour la sténose spinale lombaire et ont présenté dans cet article de nouveaux outils qu'ils avaient développés pour cette technique. Beaucoup d'entre nous ont vu les dilatateurs tubulaires quand nous utilisions des tubes, des écarteurs pour nos cas de chirurgie minimalement invasive. Mais ils ont mis au point un outil de dissection appelé poignée en T, que vous pouvez voir ici tout à fait à droite. L'article suivant, également rédigé par le Dr. Park, a été publié en 2016. C'est une note technique qui présente des résultats préliminaires concernant la décompression de la sténose spinale à l'aide de l'endoscopie. Ici, vous pouvez observer l'approche unilatérale avec la possibilité de placer la caméra ou vos instruments pour examiner à travers la ligne médiane vers la cavité latérale contralatérale, ainsi que le foramen. Et ce qu'ils ont montré ici, c'est que dans cet article publié en 2018, ils ont analysé leurs résultats en comparant la microdissectomie ouverte standard à une microdissectomie endoscopique. Et la principale différence entre ces deux techniques
résidait dans la rapidité avec laquelle les patients sentaient une amélioration de leur douleur dorsale après l'opération. Vous pouvez voir qu'après une semaine, la cohorte endoscopique avait la moitié ou même plus de la moitié des douleurs dorsales par rapport au groupe ayant subi une intervention ouverte. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi analysé la durée du séjour à l'hôpital. Et c'est là que ça devient fascinant quand on commence à explorer les différences culturelles dans la pratique de la médecine dans divers pays. Par exemple, en Corée du Sud, la population avait presque 7 jours d'hospitalisation pour une microdissectomie ouverte, ce qui a été considérablement réduit avec la technique biportale à moins de 3 jours ou juste à 3 jours. Alors que dans de nombreux autres pays, que ce soit pour une microdissectomie ouverte, tubulaire ou une microdissectomie ouverte, la durée du séjour à l'hôpital est plus courte. Ou endoscopique, ce sont des chirurgies ambulatoires. Donc je pense que le facteur clé ici est de prendre en compte la vitesse à laquelle les douleurs dorsales des patients s'améliorent. Après, la chirurgie endoscopique par rapport à la chirurgie ouverte ou tubulaire. Donc, dans l'endoscopie biportale unilatérale, nous utilisons 2 portails à partir d'une approche unilatérale. L'approche est plus facile du côté gauche, comme un chirurgien droitier. Si vous êtes un chirurgien gaucher, l'approche droitière a tendance à être plus facile à apprendre au début. Mais beaucoup de chirurgiens, les chirurgiens doivent pouvoir approcher la colonne vertébrale d'un côté ou de l'autre, quelle que soit leur main dominante. Il s'agit d'une chirurgie basée sur l'os. Donc tout comme l'arthroscopie, et beaucoup d'instruments sont partagés entre l'endoscopie biportale unilatérale et l'arthroscopie. Vous utilisez une irrigation par gravité ou une pompe, comme pour une arthroscopie du genou ou de l'épaule. La triangulation, comme pour l'arthroscopie, est essentielle. Le portail de travail utilise un petit rétracteur semi-tubulaire ou un traîneau qui maintient une voie d'écoulement continue du liquide afin de ne pas créer trop de pression, ce qui est important une fois que vous entrez dans le canal, afin de ne pas pressuriser votre irrigation le long de la dure-mère, dans l'aspect le plus proximal de la colonne vertébrale, en particulier dans ce cas si vous faites une chirurgie lombaire. Mais cela devient encore plus important lorsque vous arrivez dans les régions thoraciques ou cervicales. Donc cela devient une technique chirurgicale à une main, dans la mesure où vous abandonnez l'une de vos 2 mains pour tenir la caméra. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Plus je fais d'opérations de ce type, plus la caméra devient un outil que vous pouvez utiliser, en particulier lorsque vous passez du côté contralatéral du canal, parce que vous pouvez utiliser la caméra pour rétracter la dure-mère hors de votre chemin et pour la protéger pendant que vous travaillez. Ainsi, la lentille se trouve à l'endroit où l'on opère. Il n'y a donc pas de problème de profondeur de champ comme c'est le cas avec un microscope au bout d'un tube. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que lorsque vos patients deviennent plus grands parce que vous voyez le champ juste à l'endroit où vous opérez. Vous n'êtes pas limité par le diamètre de votre tube lorsque vous utilisez un tube de plus en plus long. Considérez donc n'importe quel patient qui subit une chirurgie tubulaire et pour lequel vous utilisez un tube de 80 à 90 mm, tube millimétrique. C'est une chirurgie très différente techniquement d'un tube de 30 à 40 mm de long. Mais cet aspect le défi technique disparaît avec l'approche endoscopique biportale. Vous pouvez déplacer la lentille où vous voulez dans votre champ. Vous n'êtes pas limité à un seul point de vue. Et vous n'avez pas non plus à vous soucier de travailler avec vos mains comme vous le faites lorsque vous êtes sous un microscope. Donc, personnellement, je suis encore au début de ma série chirurgicale avec cette approche, et cela se résume à certains aspects que je vais aborder ici dans un instant, mais vous allez perdre du temps. Au début, en vous attaquant à la courbe d'apprentissage de cette technique. Je vais donc commencer par un cas
l'un de mes premiers patients que j'ai traité avec cette technique. C'est un exemple typique de ce que vous souhaitez pour vos premiers cas, une hernie discale L4, L5. Femme de 36 ans, par ailleurs en bonne santé, qui souffre depuis 1 an de douleurs lombaires et fessières gauche irradiant, dans le mollet et le pied. Voici quelques coupes sélectionnées de son IRM qui montrent une importante hernie discale paracentrale gauche. Et vous devrez pardonner la qualité de cette radiographie. Le centre chirurgical où je pratique ces opérations ne dispose que d'un CRM, avec une imprimante, et les images ne sont pas téléchargées vers un système centralisé pour me permettre d'obtenir une meilleure qualité. Cela montre la triangulation initiale avec des aiguilles spinales sur la vue AP, où vous marquez vos incisions pour positionner vos instruments et les faire converger au bon endroit dans la colonne vertébrale. Vous voyez ici le placement initial de l'écarteur tubulaire. Encore une fois, la convergence se fait sur l'espace discal. Je dois dire que parmi les aspects de cette chirurgie, c'est probablement l'un des plus difficiles de la technique. C'est le portail. Positionnement. Tous ceux qui ont déjà pratiqué la chirurgie tubulaire savent très bien que si vous faites une petite erreur dans votre placement initial, l'opération peut devenir beaucoup plus complexe et un peu plus difficile qu'elle ne devrait normalement l'être, simplement à cause de quelques millimètres de décalage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et voici la configuration générale de l'or. Vous remarquerez que je parviens à me tenir debout. Je me penche un peu sur le côté parce que je me sens toujours plus à l'aise avec un bras s'édrapé en position latérale pour me rassurer. Pendant que je fais ces opérations, mais mon utilisation et ma confiance dans le CRM diminuent avec chaque cas que je fais. Il se peut donc que j'arrive à un point où je peux, une fois que j'aurai confirmé mon niveau opératoire, je pourrai probablement supprimer complètement le CRM à l'avenir. Le placement de votre tour est crucial pour que vous puissiez bien voir l'écran. Vous commencez à comprendre la netteté de votre visualisation dans ce cadre. Encore une fois, les avantages du point de vue ergonomique et du flux de travail incluent une posture droite. Vous n'avez plus besoin d'un microscope. La visualisation est remarquable et je dirais même qu'elle dépasse celle d'un microscope. Et votre IMC devient moins crucial. Dans le choix de vos patients, voici une vidéo rapide de 2 extraits sur la dissectomie. Le premier extrait montre la clarification de l'anatomie, l'identification du bord caudal de la lamelle, la base de l'apophyse épineuse et la création de la poche de tissu mou où vous opérez. Cette opération utilise un ablateur RF standard, bien connu de ceux qui pratiquent la chirurgie du genou ou de l'épaule. L'un des défis de cette technique, qui est la visualisation. Comme vous opérez dans un environnement fluide, dès que vous activez la fraise ou le shaver, obtenez un effet de boule de neige, de l'os. En cas de saignement, il devient parfois très difficile de bien voir. C'est donc aussi l'un des grands défis à relever. Dans ce clip, j'utilise un rasoir arthroscopique. Depuis, j'ai opté pour une fraise diamantée montée sur une perceuse standard, ce qui fonctionne mieux pour moi car elle ne disperse pas la poussière d'os. Et ne génère pas autant de flux dans l'irrigation que les rasoirs. Ici, vous pouvez observer que le ligament a été retiré. Nous avons désormais identifié la dure mère et utilisons un Penfield four pour mobiliser la racine nerveuse.
du disque intervertébral. Encore une fois, vous pouvez voir à quel point cela peut devenir complexe avec un léger saignement. Le contrôle du saignement est crucial dans cette méthode. Cependant, la visualisation est impressionnante. C'est la première fois que j'observe certains ligaments situés entre la dure-mère et le ligamentum flavum. Quand vous commencez à réséquer le ligamentum flavum du côté opposé, et c'est donc un outil pédagogique exceptionnel pour les résidents et les boursiers, pour montrer une partie de l'anatomie que vous ne pouvez jamais voir en utilisant un microscope. Ici, nous avons protégé la racine nerveuse. Nous avons montré l'anneau et la hernie discale, et nous allons procéder à l'annulotomie. C'est l'un des instruments spécialisés qui a été mis au point pour cette technique. Il s'agit d'une lame de type bêche qui n'est en fait pas tranchante, mais qui coupe assez bien les fibres de l'annulus. Mais vous n'avez pas les mêmes craintes de créer une durotomie ou de blesser la racine nerveuse avec cette lame particulière. Et nous voici maintenant en train de pénétrer avec la micro-hypophyse pour commencer à retirer les différentes parties de notre noyau hernier. Vous pouvez observer que j'ai réussi à avancer la caméra dans l'hémilaminectomie, ce qui me permet d'avoir un champ de vision clair jusqu'à l'anneau du disque, sans aucune interruption de ma vue. Je n'ai pas besoin de me débattre ou de me repositionner pour bien voir autour de mes mains pendant que je travaille. Voici les 2 fragments de disque que nous avons retirés de ce patient. Un des avantages de cette méthode par rapport à la technique uniportale, qui est aussi très populaire et existe depuis plus longtemps, c'est que je n'ai pas eu besoin de retirer le fibroscope pour enlever ces fragments. Parfois, avec la technique uniportale, le fragment est trop grand pour passer à travers la porte de travail et il faut le retirer complètement, puis revenir et redéfinir votre champ opératoire, votre zone de travail, dans une certaine mesure. Pour retirer d'autres fragments, c'est une bonne chose que la caméra reste en place tout au long de l'intervention. Voici l'incision. Je dois mentionner que j'ai déjà modifié un peu cette incision depuis que j'ai pris ces photos. Dans ce cas, le drain a été retiré par le portail de la caméra, ce qui nécessite de creuser des tunnels. Et ça devient un peu difficile à manipuler. Mais cela nécessite aussi une suture qui peut être tendue après le retrait du drain. Nous avons donc éliminé cela, et nous avons maintenant tunnelisé notre drain caudal vers notre portail de travail, puis nous l'enlevons comme n'importe quel autre drain avec une plaie qui se referme d'elle-même. Et voici l'incision typique. Il s'agit d'une gaze 2x2. Donc pour l'échelle, vous pouvez voir que les incisions sont assez petites et qu'elles cicatrisent très bien. 6 semaines après l'opération. Quelles sont les prochaines étapes de l'endoscopie? L'un des défis, comme dans un tube et encore plus dans l'endoscopie, est de savoir ce qu'il faut faire en cas de durotomie. Vous êtes dans un environnement fluide. Vous ne pouvez donc pas vraiment placer de duracile, vous n'êtes pas ouvert. Donc une réparation durale ou une fermeture suturée devient difficile. Il y a quelques dispositifs qui existent maintenant pour ce problème particulier. Mais parfois vous devez finir par créer une 3e incision et avoir un assistant qui peut manipuler la caméra pour vous pendant que vous effectuez la réparation de la dure-mère est un grand avantage. Certains chirurgiens choisissent d'utiliser des clips vasculaires non pénétrants en titane, qui sont couramment utilisés par les neurochirurgiens pour traiter les anévrismes, afin de refaire l'approximation de la dure-mère. Cela semble fonctionner très bien, et ils sont tout à fait compatibles avec l'IRM. C'est donc une autre option à considérer. Un autre domaine où cette technique gagne en popularité est la chirurgie par perfusion, car elle permet de placer la caméra dans l'espace discal
de manière à ce que l'on puisse visualiser l'intégralité de votre préparation discale, ce que les chirurgiens qui l'ont pratiqué assez souvent ont montré ou ressentent. Que cela diminue leur recours aux produits biologiques, parce que vous avez réellement préparé l'espace discal. Et vous pouvez visualiser le saignement dans les plaques avant de placer votre space. Et cela devient de plus en plus facile au fur et à mesure que la technologie des cages extensibles s'améliore et permet de placer un dispositif extensible de taille normale avec une grande empreinte par une incision endoscopique, sans avoir à s'inquiéter de la charge des bords et de l'affaissement. En outre, nous commençons à voir les indications s'étendre de plus en plus en dehors de la colonne lombaire. La partie gauche de l'écran provient du site internet de l'AO et montre une foraminotomie cervicale. Cela devient une indication très populaire pour cette technique. Pour pouvoir effectuer des foraminotomies pour les disques mous ou la sténose foraminale dans la colonne cervicale, la gestion des fluides devient alors vraiment cruciale. Et puis l'autre domaine qui est plus pertinent pour l'uniportal que pour le biportal a été le traitement des disques thoraciques. Vous pouvez observer ici les nombreuses approches possibles. Cette illustration spécifique concerne la colonne lombaire, mais les diverses approches endoscopiques que nous avons à notre disposition sont également étendues à la colonne thoracique, où elle commence véritablement à se distinguer en tant que technique de décompression thoracique pour les hernies discales. Pour conclure, l'un des points essentiels est que, comme le montre la comparaison entre les approches ouvertes et endoscopiques, le seul avantage pour le patient est la rapidité avec laquelle sa douleur s'est atténuée. Donc, lorsque vous essayez d'introduire la nouvelle technologie dans votre institution, ils vont demander « Est-ce que cela améliore les résultats? Améliore-t-elle la sécurité des patients? Améliore-t-elle ceci, cela ou autre chose ?» Mais parfois, l'avantage de la nouvelle technologie est plus pour le chirurgien que pour le patient. Je pense que la valeur de cette technique pour le patient augmentera au fur et à mesure que des comparaisons directes seront réalisées. Cependant, du point de vue de la mécanique corporelle, en améliorant la facilité de la chirurgie, quel que soit l'habitus corporel du patient, c'est vraiment significatif. Ce que je suggérerais, c'est que si vous voyez une nouvelle technologie que vous envisagez d'adopter, il est important de poursuivre celle qui vous passionne vraiment. Ne vous lancez pas nécessairement dans quelque chose simplement parce que c'est nouveau. Vous devrez consacrer du temps à apprendre. Vous devrez vous engager à accepter de perdre. Et vous devrez aussi vous engager à accepter de perdre en efficacité ou à réduire le nombre de cas que vous pouvez traiter quotidiennement. Il y a une courbe d'apprentissage importante pour cette chirurgie. Les articles démontrent qu'il faut entre 30 et 50 cas pour maîtriser cette chirurgie. Il est donc essentiel de s'y engager pleinement, sinon vous risquez de vous sentir rapidement frustré et aurez envie d'abandonner après avoir entamé le processus. Je vous remercie énormément. J'apprécie vraiment le temps que vous m'avez consacré, ainsi que l'invitation qui m'a été faite de vous parler aujourd'hui.